Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter pour la société Classe Export, dans le cadre de leur symposium Commerce international douane, le Brexit, 5 mois, mais en fait maintenant on est rendu à 6 mois. Après, où en est-on? Je vais vous faire une présentation de différentes thématiques. Donc, je passe la diapositive de présentation de mon cabinet. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu de cette présentation, mais je resterai à votre disposition dans le cadre de cet échange pour répondre à vos questions, notamment dans le cadre du chat. Alors, je vais aborder très brièvement les dernières évolutions, parler brièvement de la problématique de la pêche, on n'en parle pas, mais il ne faut pas uniquement penser bateau de pêche, comme vous le verrez, derrière aussi c'est toute une industrie. Je ferai à nouveau un rappel sur les problèmes liés aux incoterms. Puis, j'insisterai sur un sujet dont personne ne parle, qui est très important et opérationnel, en fait, le maintien des intrastats dans les importations au Royaume-Uni. Puis, le 5e point sera dédié aux problèmes de contrôle en mer d'Irlande. Et enfin, un point de conformité, puisqu'en tant qu'avocate, c'est important de vous alerter sur des risques possibles, présents et à venir. Brièvement, donc à titre introductif, comme l'a annoncé Classe Sport dans le cadre de ce webinaire, le Parlement européen a voté assez récemment, le 27 avril 2021, l'accord commercial post-Brexit. Donc, il est important que le Parlement aussi se prononce. Il ne suffit pas de faire intervenir le Conseil de l'Union européenne, donc les États membres. Étape très importante, mais comme vous l'avez pu constater en suivant l'actualité, les points de tension demeurent. Et parfois, on se demande si le Royaume-Uni a bien compris qu'il avait conclu des accords internationaux avec une valeur juridique forte. Mais n'oublions pas, notre partenaire est le Royaume-Uni qui pratique la soft law. Et c'est peut-être aussi ce qui explique les divergences. Et c'est aussi une île. Et en matière de géopolitique, les îles ont tendance quand même, et c'est normal, à se protéger. Et donc, il faut garder ça en tête. Soft law et votre partenaire est une île. Et ce sont des îliens, donc. Donc, parmi les points de blocage, ce qui revient de façon lancinante, bon, il y a eu la pêche, les contrôles des produits agroalimentaires, mais on a aussi les problèmes de formalité douanière et des concepts douaniers qui n'ont pas été compris. Donc, 6 mois après, on constate quand même une baisse importante des flux commerciaux vers le Royaume-Uni, parce qu'il semble que le Royaume-Uni ait des difficultés à mettre en œuvre le Brexit au plan organisationnel, au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des entreprises qui s'interrogent sur des sujets douaniers, alors qu'on pense qu'elles ne devraient pas s'interroger puisqu'elles ont intégré l'Union européenne quand même pendant plus de 40 ans. Donc, on a constaté des blocages, ça a déstabilisé notamment des petites et moyennes entreprises, notamment en Europe. Mais les SMEs, les Small and Medium Enterprises, elles aussi au Royaume-Uni ont eu des difficultés et elles en connaissent toujours. Maintenant, voilà, le but est de faire fluidifier ce commerce international entre le Royaume-Uni et l'Europe. Dans le cadre de cette présentation, très brièvement, j'ai laissé une diapositive de cartographie sur l'Union européenne, parce qu'on a encore quelques petites erreurs de positionnement de certains pays, et l'évolution de l'Union européenne, comment l'intégration s'est faite, la définition des différents territoires, douaniers, TVA, Axes, qui sont importantes, et je laisse aussi ces supports à Classe Export à la disposition des participants de cette conférence. Alors, toujours dans le cadre de cette cartographie, j'ai ajouté et mis à jour la carte sur les évolutions des accords passés entre le Royaume-Uni et des pays tiers. Comme vous le constatez sur cette diapositive, la petite évolution porte sur l'ajout de territoires, de pays, pardon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors, le Royaume-Uni se targue d'avoir conclu ces accords, sauf que la presse britannique sourit et dit « mais avec un contexte mondial de pandémie, est-ce que les sociétés britanniques ont envie d'exporter leurs marchandises en Asie ?» Sachez qu'il y a un retour des contaminations en Australie, donc ce n'est pas forcément le pays où on a envie d'aller exporter, où on peut exporter. Et aussi, la Nouvelle-Zélande se protège. Donc, ce n'est pas seulement les mouvements de personnes, mais c'est aussi les mouvements de marchandises qui posent problème. Donc, il y a ce développement de ces accords bilatéraux par le Royaume-Uni, mais force est de constater que c'est que le premier partenaire du Royaume-Uni est quand même l'Europe. Et donc, elle doit composer avec la réglementation du commerce douanière, fiscale, européenne.
Très brièvement, la pêche. Ça pourrait ne pas intéresser certains participants, mais derrière, pensez que ce n'est pas que les bateaux, mais c'est aussi toute une industrie agroalimentaire qui subit justement les conflits entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si nous avons eu beaucoup de tensions au mois de mai, le 2 juin, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus à des accords et le 11 juin, les 27 ont approuvé cet accord. Vous avez plus d'informations sur des 2 diapositives. Mais on arrive quand même à des solutions, même si on atteint une situation de crise avec la sortie quand même des navires militaires britanniques, et comme par hasard en pleine période électorale. Petite pointe d'humour de ma part. Alors l'autre point, les incoterms. Alors on nous le fait à la cuisine anglaise. Donc en fait, on prend les incoterms, on les modifie dans l'intérêt des Britanniques. À savoir que les Britanniques tentent d'imposer, alors dans une moindre mesure maintenant, l'Ex-Works, départ usine britannique vers l'Europe, parce qu'ils ne veulent pas gérer les formalités douanières à l'exportation, parce que voilà, c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc je m'interroge simplement, je pose la question, comment ont-ils fait pour exporter en Norvège, aux États-Unis, et j'en passe. Parce que voilà, c'est aussi des formalités douanières, donc c'est étrange d'avoir des difficultés pour faire de l'exportation. Quant à l'autre sujet qui est lancinant, les incoterms, l'incoterm delivery duty paid, c'est-à-dire rendu point d'arrivée chez le client. Le problème se passe dans l'autre sens. C'est évidemment pas les Britanniques qui veulent faire du DDP, mais c'est plutôt l'acheteur britannique qui demande à son fournisseur européen de faire du DDP. On vous le dit depuis le début, les administrations douanières le répètent en Europe, ne faites pas le DDP ou faites un DDP non dédouané. Donc c'est une variante, mais c'est peut-être indispensable de le faire, comme vous le verrez après. En tout cas, il y a clairement une volonté affichée de se dédouaner côté britannique des formalités douanières sur leur territoire, alors que c'est un champion du commerce international. Tout cela est révélateur d'un problème majeur de maîtrise des règles outre-Manche. C'est pour ça qu'à un moment donné, je parle de stupeur et tremblement. Et là, clairement, c'est une certaine stupeur. Comment se fait-il que le Royaume-Uni découvre certaines règles douanières, découvre les règles attachées à la responsabilité du représentant en douane. Donc, nous avons les mêmes règles de chaque côté de l'outre-Manche, la représentation directe et indirecte. Et effectivement, passer en représentation indirecte pour des Britanniques, ça les freine sérieusement, mais par contre, ils invitent vivement les entreprises européennes qui livrent vers le Royaume-Uni à faire du DDP, et donc les sociétés européennes doivent travailler avec un broker en représentation indirecte, parce que c'est un territoire tiers. Et là, les brokers britanniques ne sont pas très chauds non plus. Donc, grosse problématique de représentation en douane. De même, pour des exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne, se pose la question de la définition de l'origine douanière britannique. Et là, elles découvrent pour certaines sociétés, alors pas les plus grandes, les multinationales maîtrisent au Royaume-Uni, mais les petites sociétés et moyennes, les fameuses SMEs, ont du mal à définir ce qui est une origine douanière préférentielle qu'elles doivent confirmer auprès de leurs acheteurs européens. Et le dernier point, c'est les incoterms, savoir, on doit dédouaner à un moment donné quand même, il ne suffit pas de faire un mouvement en suspension de droits et taxes. Et là, qui va apurer le transit douanier, qui va être responsable du dédouanement. Donc, j'attire lourdement votre attention sur ce point. Ces questions d'incoterms soulèvent une problématique intéressante et importante, novatrice, à savoir, je l'intitule dans le point 4, l'intrastat perdure à l'entrée au Royaume-Uni. Vous me direz, mais pourquoi parle-t-elle d'intrastat? Eh bien, en fait, très clairement, le gouvernement britannique et le département du commerce pour le commerce international demandent aux opérateurs qui dédouanent à l'importation sur le territoire britannique de faire des intrastat return, donc les déclarations qu'on appelle en France d'échange de biens, parce qu'elles ont des difficultés à gérer leur système informatique de dédouanement. Et pour éviter de perdre des flux et de tracer les flux logistiques,
Et donc derrière, les implications et les impacts fiscaux, parce qu'il faut aussi percevoir des taxes, droits et taxes à l'importation, ils imposent selon des seuils qui sont expliqués sur le site. Donc j'ai fait un article sur le sujet que je vous inviterai à lire, qui est plus développé. Ils incitent les sociétés à déposer des déclarations intrastat. Donc les groupes multinationaux, notamment au Royaume-Uni, étaient furieux parce qu'ils considéraient qu'il ne fallait pas de période transitoire, il fallait directement passer aux déclarations en douane, mais non, ils se voient imposer l'établissement d'intrastat en sus des déclarations en douane. Et les petites sociétés qui ont du mal à gérer les déclarations en douane sont en intrastat. Tout ça n'aura qu'un temps. À un moment donné, le Royaume-Uni, alors c'était soi-disant, ça devrait en principe 6 mois, donc jusqu'à la fin de l'année 2021, nous verrons. Mais soyez vigilants là-dessus si jamais vous portez la responsabilité du dédouanement au Royaume-Uni. Alors, on parle du maintien de l'intrastat, du dédouanement. Alors, à l'inverse, dans le flux Royaume-Uni vers l'Europe, je vous rappelle, mais vous le connaissez maintenant par cœur puisque la communication a été particulièrement bien faite par les douanes françaises, la notion de smart border, donc frontière intelligente. Eh bien, oui, les déclarations en douane sont bien à faire dans l'entrée de marchandises britanniques ou d'origine provenant du Royaume-Uni sur le territoire douanier de l'Union européenne. Il faut anticiper ces déclarations parce qu'il y a une identification, à savoir un appairage entre les codes d'identification des déclarations en douane et les plaques d'immatriculation des poids lourds. Et tout ceci doit être automatisé, processé. Et la difficulté qui s'est posée, c'est que les marchandises qui partaient du Royaume-Uni, il n'y avait pas d'anticipation, d'où blocage de poids lourds. Donc, les blocages ne viennent pas de la gestion de la smart border par les autorités douanières, notamment françaises, mais bien de problèmes d'anticipation en amont. J'insiste là-dessus. Et c'est toujours un problème qui persiste et il faut continuer la communication dans les entreprises acheteuses en Europe que leurs partenaires fournisseurs doivent anticiper, sinon les poids lourds sont bloqués. Alors sinon, si vous décidez de gérer le flux logistique transport, on vous dit simplement d'être vigilant quand vous quittez le Royaume-Uni, ne soyez pas responsable de l'exportation au départ du Royaume-Uni. Alors, j'ai déposé dans ce support plusieurs diapositives expliquant le smart border. Donc, la frontière intelligente, je ne le commande pas, c'est suffisamment connu. Abordons maintenant, donc dans cette diapositive intitulée « Le protocole très instable applicable à l'Irlande et l'Irlande du Nord », les suites de l'accord de retrait avec ce fameux protocole Irlande. Je vous ai indiqué donc les principales dates sur cette diapositive, donc adoption en janvier 2020, entrée en vigueur en janvier 2021. Et clairement, aujourd'hui, le problème se pose. Donc, l'objectif de ce protocole, c'était respecter aussi la volonté des Nord-Irlandais. Lors du référendum de juin 2016, à plus de 55%, presque 56% de ces Nord-Irlandais étaient en faveur du Leave. Mais il fallait empêcher une frontière dure et surtout maintenir les accords de paix du Vendredi Saint et préserver aussi l'intégrité du marché unique européen pour faciliter la circulation des marchandises. Je rappelle le fondement légal, donc l'article 164 de l'accord de retrait qui a mis en place un comité mixte qui est présent pour justement régler les problèmes qui peuvent se poser. Mais ce protocole affirme bien, comme je l'écris, il n'y a pas de vérification de contrôle douanier réglementaire ni d'infrastructure physique et afférente à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est une règle. Alors, côté britannique, le problème se pose, comme vous le voyez. Donc, je passe les diapositives suivantes et je vais aller droit au but. Donc, je vous laisserai le soin de consulter mes diapositives. Mais ce qui est important pour vous, c'est ce que j'indique. Donc, le ministre britannique a indiqué qu'il avait demandé à l'Union européenne de renégocier ce protocole. Vous imaginez, c'est quand même un accord international. Hein. On ne parle pas d'accord européen, on parle d'accord international. Le Royaume-Uni est un pays tiers à l'Union européenne depuis fin janvier 2020. Voilà, c'est depuis fin 2020 et pas depuis 2021. Et donc, il a décidé qu'il fallait lever ces contrôles sanitaires, phytosanitaires entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et clairement, le Royaume-Uni a affiché qu'il refusait de faire les contrôles.
Vous imaginez la crainte des industriels européens qui se disent il n'y aura plus de contrôle si ça passe par la Grande-Bretagne. Il y a quand même eu le souvenir de la crise de la vache folle, il ne faut pas l'oublier. Au final, alors j'ai indiqué que Bruxelles, sur ma diapositive, le 30 juin avait cédé aux pressions du Royaume-Uni parce qu'elle a accordé au gouvernement britannique le droit de retarder jusqu'au 30 septembre les contrôles. Alors, je vais être franche, on dit jusqu'au 30 septembre, il faut s'attendre peut-être encore à un report, nous verrons, mais il faut l'éviter. Ce qui est assez effarant, c'est que Londres a refusé d'accepter une solution proche de l'accord Union européenne-Suisse sur les contrôles, tout simplement parce qu'elle refuse d'appliquer les normes européennes. Et Londres est restée en revanche très évasive sur la façon dont elle procédait sur ses contrôles, son mode opératoire. Donc, pour la sécurité juridique pour les opérateurs européens qui introduisent des marchandises sur le territoire britannique, savoir comment ils contrôlent, ça pose problème. De la même manière, des marchandises qui viennent de pays tiers, qui passent par la Grande-Bretagne, qui ensuite arrivent en Europe, une interrogation se pose aussi sur la façon dont ils font les contrôles. Le dernier thème, erreur et non-conformité, et avec une pointe d'humour, je l'intitule « Stupeur et tremblement ». Pour les amateurs d'Amélie Nothomb. Alors, 2 points. Un sur lequel je passe plus rapidement, c'est le transit. Nous avons 2 problèmes avec le transit. Les Britanniques, et c'est pour ça que, diapositive suivante, je parle d'une certaine stupeur, ne comprennent pas, pour certaines sociétés, qu'il faut mettre en place une garantie pour émettre un transit au départ du Royaume-Uni. Donc, j'explique pourquoi le transit, les bureaux de passage du transit. Je vous laisserai prendre connaissance de cette diapositive en détail. Mais ce qui est important, c'est la méconnaissance de la mise en place de garanties. Alors, peut-être qu'ils utilisaient assez peu le transit auparavant, c'est possible, puisqu'ils n'avaient juste besoin que de faire des livraisons intracommunautaires. Mais on est toujours surpris d'interrogations encore persistantes de sociétés au Royaume-Uni qui demandent comment on doit mettre en place un transit et pourquoi. Dans l'autre sens, donc là j'étais sur le sens Royaume-Uni-Europe, dans l'autre sens Union européenne-Royaume-Uni, c'est le problème de l'apurement d'un transit émis depuis l'Union européenne. Et là, je vous en prie, soyez vigilants, faites un suivi. Les marchandises qui partent, par exemple de France, sous transit douanier, doivent faire l'objet d'un apurement. C'est-à-dire qu'électroniquement, dans le nouveau système de transit informatisé, le NSTI, il faut que vous ayez le message électronique de retour qui indique « Oui, la marchandise est arrivée au Royaume-Uni, elle a été visée dans le système. » C'est un échange purement électronique, soit, mais vous devez avoir cette preuve électronique de retour dans le système NSTI. Si vous ne l'avez pas, le transit n'est pas apuré. Ce qui veut dire qu'il faut éduquer votre partenaire britannique que le transit doit être correctement apuré, soit il fait en direct, soit il passe par un customs broker, mais ça doit être fait. Si ce n'est pas fait, vos transits ne seront pas apurés et comme l'émetteur est le principal obligé au sens douanier, c'est lui qui porte la garantie, eh bien sa garantie ne sera pas purgée, elle restera et elle pourra être actionnée et vous perdrez de l'argent tout simplement. Donc soyez vigilants et faites de la pédagogie en matière de transit auprès de votre partenaire acheteur au Royaume-Uni. La deuxième thématique, donc je passe à la diapositive suivante qui est très succincte, l'accord de commerce et de coopération. Alors, ne confondez pas accord de retrait, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avec une période transitoire et c'est un accord négocié, et l'accord de commerce et de coopération qui est un accord de préférence tarifaire lié à une origine douanière. Cette confusion est trop fréquente et ça mettra du temps, je pense, à éduquer les esprits, mais parce que aussi il y a des confusions liées au fait que le Royaume-Uni, pour les marchandises qui rentrent sur le territoire, ont décidé d'appliquer des intrastats et pas des déclarations en douane. Je pense que ça pollue un petit peu le débat, dans le sens Union européenne, Royaume-Uni. Donc, les problèmes que nous avons, c'est croire qu'on n'a pas de déclaration à faire pour des marchandises qui viennent du Royaume-Uni, qui rentrent dans l'Union européenne. Non, il y a bien des déclarations à faire. La possibilité d'avoir une exonération de droits de douane ne signifie pas qu'il n'y a pas de déclaration. Donc oui, vous déclarez et il faut anticiper. Ayez le réflexe Smart Border, on anticipe. Retournez sur le site de la douane française s'il le faut. Il y a aussi toute une explication en anglais que vous pouvez transmettre à vos partenaires britanniques. Et la définition même de l'origine douanière. Et là, je ne comprends pas pourquoi il faut réexpliquer comment on définit une origine douanière préférentielle, règle de
changement de position tarifaire, règles de valeur ajoutée. Il faut recommencer la pédagogie sur ce terrain-là. Je me demande simplement comment le Royaume-Uni a échangé en étant dans l'Union européenne avec des partenaires qui ont conclu des accords de préférence parce que la problématique se posait aussi. Donc, et le Royaume-Uni s'est très clairement inspiré de l'Union européenne pour passer ces accords bilatéraux. Je vous renvoie à la carte du monde au début de ma présentation. Donc, il y a ces erreurs et je dirais que ça aura un effet a posteriori lorsqu'il y aura des contrôles ultérieurs. Donc, soyez vigilants sur la définition de l'origine. Dans un flux Royaume-Uni-Union européenne, demandez des garanties écrites sur la définition de cette origine britannique. Assurez-vous que c'est fabriqué au Royaume-Uni. Voilà. Alors, ce n'est pas un discours négatif, ce n'est pas un discours alarmiste, c'est de la vigilance. L'Europe est aussi un partenaire commercial fort pour le Royaume-Uni. J'ai de l'espoir dans l'amélioration de ces points de blocage, de ces incompréhensions. En tout cas, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie d'avoir été attentif. À bientôt.